On dit que certaines tempêtes ne sont pas là pour détruire, mais pour déblayer le chemin. La mienne est arrivée un mardi, avec le silence feutré de la première neige, sans que je sache qu'elle emporterait les fantômes de mon passé pour me livrer un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer. Je ne me souviens plus du moment exact où la neige a commencé à tomber. Au début, ce n'était qu'une légère rafale, douce et presque silencieuse, comme du sucre glace en suspension dans l'air glacial de novembre. J'étais descendue du bus 2 arrêts plus tôt, une décision impulsive motivée par le besoin de sentir le froid piquer mes joues, de me sentir vivante. Je projetais de faire un saut au supermarché après être allée sur la tombe de Caleb. C'était son anniversaire. Il aurait eu 30 ans. Mon esprit rationnel criait que c'était une folie. J'étais enceinte de près de 9 mois et le ciel menaçait depuis le matin. Mais mes PAMI avaient conduite avant que ma raison ne puisse opposer son veto. Quand on a le cœur brisé, la logique est une langue étrangère. Le cimetière était désert, un havre de paix blanche et silencieuse. J'ai parlé à la pierre froide, lui racontant notre fils à naître, lui disant combien il me manquait, combien la solitude pesait lourd dans notre petit appartement. Quand j'ai finalement quitté ce lieu de mémoire, les légères rafales de vent s'étaient transformées en un mur blanc impénétrable. Le vent hurlait, une fureur primale déchaînée contre le monde, et ses doigts glacés déchiraient mon fin manteau comme des lames de rasoir. Je serrais mon écharpe plus fort autour de mon cou, un rempart dérisoire contre l'assaut. Marcher était devenu une lutte. Chaque rafale me repoussait, et la neige, de plus en plus lourde, s'accumulait, transformant le trottoir en un piège mou et glissant. Mes bottes étaient trempées, mes pieds insensibles. Je ne voyais plus la route. Je n'avais aucune idée de la distance qui me séparait de la chaleur d'un abri. Je me répétais sans cesse, comme un mantra, plus que quelques pâtés de maison. Continue, Grèce. Puis la douleur me frappa. Vive, sourde, une vague de feu qui se propagea dans mon dos et mon ventre. Je m'arrêtai net, le souffle coupé, et me penchai en avant. Non, non, pas maintenant, murmurai-je entre mes dents serrées. Ma main gantée agrippa le métal glacial d'un lampadaire pour garder l'équilibre. J'attendis, priant pour que ce ne soit qu'une crampe, une fausse alerte. Mais elle revint, plus forte, plus longue, une prise implacable. Mes doigts tremblaient tandis qu'ils fouillaient frénétiquement la poche de mon manteau, à la recherche de mon téléphone. Il n'y était pas. Je me figeai, le sang se glaçant dans mes veines. Je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine. Évidemment. La panique, pure et glaciale, m'envahit. J'essayais de héler les quelques silhouettes lointaines, mais elles continuaient leur chemin, tête baissée, fantômes anonymes enveloppés dans leurs soucis et leurs manteaux d'hiver. J'étais invisible. J'ai traversé la rue en titubant et j'ai sonné à la porte d'un immeuble, n'importe lequel, le premier à portée de main. J'ai appuyé sur des boutons au hasard, mon désespoir grandissant à chaque seconde de silence. « S'il vous plaît, quelqu'un, à l'aide » ai-je crié, ma voix se perdant dans le hurlement du vent. Je suis en travail. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Enfin, une voix d'homme a crépité dans l'interphone, calme et hésitante. Un instant. J'ouvre. Un souffle d'espoir. Mais il fut immédiatement éteint par une autre voix, celle d'une femme, cinglante et cruelle. N'ose même pas. On n'a pas besoin d'ennui. Les gens normaux restent chez eux par ce temps. Elle est probablement sans abri ou droguée. Le déclic de l'interphone se tut. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la tempête. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes délicates, mais de vrais sanglots, lourds et brûlants, qui gelaient sur mes joues. Mes jambes tremblaient de façon incontrôlable. La douleur était une marée montante, ne me laissant aucun répit. J'ai trébuché vers un autre bâtiment, me suis traîné jusqu'aux 2 marches d'un petit porche couvert et me suis effondré contre l'encadrement de la porte. Mon corps refusant d'aller plus loin. Je sentais à peine mes mains. Mes genoux fléchissaient. Je m'enfonçais dans une brume froide et obscure. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, tremblante, pleurant, murmurant des prières que je n'avais pas dites depuis mon enfance. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Moi et mon bébé, nous allions disparaître dans cette tempête. Et puis la porte s'est ouverte. Un homme âgé se tenait dans l'embrasure, maigre et pâle,
emmitouflé dans un manteau jeté sur une chemise comme s'il n'avait même pas eu le temps de s'habiller correctement. Ses cheveux argentés étaient ébouriffés et son visage portait une expression de choc qui reflétait la mienne. « Mon Dieu, vous êtes enceinte, Altatéil. Vite, entrez. Entrez avant de geler. » J'essayai de parler, mais un cri m'échappa alors qu'une nouvelle vague de douleur me submergeait. Il tendit doucement mais fermement la main pour me guider à l'intérieur, ses mains étonnamment fortes pour un homme de son âge. Je le regardai dans les yeux, des yeux emplis d'inquiétude et d'autre chose, une sorte de pesanteur ancienne. Puis tout devint noir. Je me réveillai à une odeur âcre et piquante. De l'ammoniac peut-être, et au son d'une voix douce, mais pressante. Respirez. C'est ça. Revenez à nous maintenant. Vous vous êtes évanoui, mais vous êtes en sécurité. Mes yeux s'ouvrirent brusquement sur un couloir faiblement éclairé. J'étais allongé sur une couverture pliée, le dos appuyé contre le mur. Le même homme, le regard doux, le visage buriné, était agenouillé à côté de moi. Où suis-je, marmonnai-je, la gorge sèche. Vous êtes dans mon appartement, dit-il. Je m'appelle Harold. Harold Whitmore. J'habite seul, au rez-de-chaussée. Vous étiez en train de geler dehors. J'ai appelé une ambulance, mais avec cette tempête, ils ont dit que ça prendrait au moins 1 heure, peut-être plus. J'ai cligné des yeux lentement, essayant de rassembler mes esprits. Les contractions n'avaient pas cessé. Elles s'intensifiaient, se resserrant comme un étau autour de mon ventre. J'ai grimacé. Je vais avoir le bébé. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Harold hocha la tête, le visage grave. Il rassemblait déjà du matériel, des serviettes propres, une bassine en plastique remplie d'eau chaude, quelque chose qui ressemblait à un vieux drap. Je m'en doutais, dit-il. Écoutez, je n'ai jamais fait ça, mais j'étais médecin il y a longtemps. Je me souviens de certaines choses. Et là, nous n'avons pas le temps d'hésiter. Vous étiez médecin, demandai-je en essayant de me redresser. Il me jeta un coup d'œil, l'espace d'un instant, je vis une lueur de douleur dans ses yeux. Puis il força un sourire. À la retraite. Ça fait des années, mais les bases restent. Je vous promets de vous aider à traverser cette épreuve. Mon souffle se coupa lorsqu'une autre contraction frappa, et j'ai crié en m'agrippant à la couverture. Ça fait mal. Oh mon Dieu, ça fait mal. Je sais, dit-il en s'agenouillant à nouveau près de moi. Mais vous vous en sortez très bien. Vous êtes forte. Comment vous appelez-vous? Grace, murmurai-je. Grace Miller. D'accord, Grace. J'ai besoin que vous restiez avec moi. Concentrez-vous sur ma voix. Il pressa le dos de sa main contre mon front. Vous êtes brûlante. C'est quand votre terme? Dans 2 semaines, gémis-je. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je suis juste allée au cimetière. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Harold marqua une pause. Votre mari? Caleb. Il est mort dans un accident de chantier il y a 1 mois. Je vis dans une résidence universitaire maintenant. C'est froid, il y a de la moisissure, mais c'est tout ce que je pouvais me permettre. Il ne dit rien tout de suite. Il hocha juste la tête lentement et recouvrit mes jambes d'une autre serviette propre. Je suis désolé pour votre perte. Une nouvelle vague de douleur m'a submergée. D'accord, Grace. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous aider à accoucher ici même. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Quand je dis respirer, vous respirez. Quand je dis pousser, vous poussez. Vous pouvez faire ça? J'ai regardé cet inconnu qui avait toutes les raisons de refermer sa porte et de m'ignorer. Et j'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. Oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Il a dit doucement, vous n'êtes plus seul. La douleur était insupportable. Elle arrivait par vagues, plus vive et plus rapide, me laissant à peine le temps de reprendre mon souffle. Je criais dans la serviette qu'Harold avait placée sous ma tête, mes mains agrippant le bord de son canapé, mon corps tremblant de froid, de peur, et du poids de ce qui se passait. Harold s'agenouilla entre mes jambes, calme mais concentré, me guidant de sa voix. Vous vous en sortez très bien, Grace.
Vous êtes si proche maintenant. Encore une poussée. Respirez profondément. Maintenant, poussez. J'ai sangloté, les dents serrées, donnant tout ce qui me restait. Et puis, soudain, une délivrance. Et je l'entendis. Le souffle aigu et soudain d'un nouveau-né. Harold le tenait dans ses mains, enveloppé dans une serviette, le visage rouge d'effort et de crainte. Il frotta doucement le dos du bébé, et ses petits poumons hurlèrent plus fort, exigeant l'attention du monde. « Oh mon Dieu !» murmurai-je, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'il va bien ?» Harold hocha la tête, un vrai sourire illuminant son visage pour la première fois. « Il est parfait. » Il me le tendit. Essayez de le nourrir. Le contact aide. Je serrai mon fils contre ma poitrine. Sa petite bouche cherchait instinctivement. Il était là, vivant. Les sirènes percèrent l'air extérieur. Les ambulanciers arrivèrent enfin. L'un d'eux se figea. « Attendez, vous l'avez accouché ici ?» Harold se leva. Il n'y avait pas le temps d'attendre. Le deuxième ambulancier, un homme d'une quarantaine d'années, plissa les yeux. « Attendez. Je vous connais. Vous êtes le docteur Harold Whitmore, le chirurgien cardiaque de l'hôpital général de Phoenix. Vous avez opéré ma nièce il y a 8 ans. Vous lui avez sauvé la vie. » Harold fit un geste vague. « Vous devez vous tromper. »« Non, » insista l'homme. « C'est vous. Ma sœur a votre nom encadré sur sa cheminée. » Tandis qu'il me transportait vers la porte, je regardais Harold, cet étranger qui m'avait sauvé. « Merci, » dis-je d'une voix tremblante. « Je n'ai pas les mots. Je vais lui donner votre nom. » Il cligna des yeux, surpris. « Freddy » dis-je doucement. « Freddy Miller. » C'est le diminutif de Frédéric, non ? Il sourit, et une lueur passa dans ses yeux. De l'espoir peut-être. « Prenez soin de lui, Grace, dit-il. »« Non, » murmurai-je. « C'est nous qui avons de la chance. » Les jours qui suivirent se confondirent dans une brume stérile de lumière d'hôpital et de couvertures emmaillotées. J'étais épuisé, mais empli d'une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Freddy était parfait. Harold est venu me rendre visite dès le lendemain. Il avait apporté un sac rempli de couches, de biberons, d'une petite grenouillère bleue et d'un manteau d'hiver chaud pour moi. Il avait l'air mal à l'aise, mais quand je l'ai vu, j'ai souri comme si je voyais un membre de ma famille. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelques petites choses, » dit-il. J'ai pris sa main. « Merci. Vous n'étiez pas obligé. »« C'est pour ça que je l'ai fait, » répondit-il. Au cours des jours suivants, j'en ai appris un peu plus sur lui. Un après-midi, je lui ai demandé doucement, « Avez-vous des enfants ?» Il fixa la neige par la fenêtre. « J'ai eu un fils, » dit-il finalement. « Daniel. Et ma femme, Margaret. Elle était anesthésiste. Nous étions dans un chalet un hiver. On m'a rappelé pour une opération d'urgence. Cette nuit-là, un défaut électrique a provoqué un incendie. » Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. « Je n'y croyais pas », a-t-il dit. J'ai continué à leur préparer le petit déjeuner. Puis j'ai commencé à boire. J'ai tout perdu. Il regarda Freddy, qui dormait dans mes bras. Maintenant, j'essaie de faire ce que je peux. Il s'éclaircit la gorge. Peut-être que vous ne devriez pas retourner dans cette résidence. Cet endroit n'est pas fait pour un bébé. J'ai une chambre d'amis. Vous et Freddy pourriez rester jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Je n'ai pas hésité. Ce serait un honneur. Emménager chez Harold fut étrange au début, comme entrer dans le chapitre silencieux et inachevé de la vie de quelqu'un d'autre. L'appartement était vieux mais propre, sentant le cuir usé et la camomille. Il avait même un chat, Shadow, une boule de poils noirs aux yeux jaunes qui s'est immédiatement attachée à Freddy. Nous avons trouvé un rythme. Je cuisinais, il faisait le ménage. Pour la première fois depuis la mort de Caleb, je n'appréhendais plus le réveil. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Un flacon de pilule caché derrière le pot de sucre. Des moments où il grimaçait de douleur, pensant que je ne le voyais pas, la vieillesse, disait-il en souriant. Mais je savais que c'était plus que ça.
Un après-midi, alors que je cherchais des couvertures, j'ai ouvert un placard qu'il m'avait demandé de ne pas toucher. J'y ai trouvé une boîte. À l'intérieur, derrière de vieilles photos, il y avait un portrait encadré, un jeune homme d'une vingtaine d'années aux cheveux noirs et au regard doux, debout à côté d'une femme qui devait être Margaret. Le garçon m'a coupé le souffle. Je connaissais ce visage, Liam Green. Le meilleur ami de Caleb. J'ai apporté le cadre à Harold, les mains tremblantes. Harold, qui est-ce ? Il pâlit. C'est Daniel. Mon fils. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que je connais, murmurai-je. L'ami de Caleb, Liam Green. La ressemblance est irréelle. Harold resta silencieux. Finalement, il dit, Margaret a donné naissance à des jumeaux. On nous a dit que l'un d'eux n'avait pas survécu. C'était Daniel qui avait survécu. Nous avons enterré l'autre, ou du moins c'est ce que nous pensions. Il m'a fallu 2 jours pour retrouver Liam. Quand il est arrivé, l'air était lourd. Je lui ai tendu la photo. Il a reculé d'un pas, c'est quoi ce bordel ? Ça me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Harold s'avança. Ma femme a donné naissance à des jumeaux. On nous a dit que l'un d'eux était mort. Liam était abasourdi. J'ai été élevée par une mère célibataire. Elle n'a jamais parlé de mon père. Ce soir-là, Harold passa un coup de fil à un vieil ami, Pavel, un ancien inspecteur. 3 jours plus tard, Pavel était là. On va commencer par l'ADN, dit-il. 2 semaines plus tard, les résultats sont tombés. Liam était le fils biologique d'Harold. Le dossier suggérait qu'une infirmière, amie de la mère de Liam, avait falsifié le certificat de décès et interverti les bébés. Liam se leva, s'approcha d'Harold, la voix brisée. « Salut, papa. » Harold le serra dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je suis vraiment désolé. Je ne l'ai jamais su. »« Moi non plus, » dit Liam. « Mais maintenant, si. » Nous eûmes à peine le temps de respirer qu'Harold s'effondra. 1 minute, il riait avec son fils retrouvé, la minute suivante, il était au sol, inconscient. J'ai appelé le 911, le cœur battant. À l'hôpital, le diagnostic tomba, rupture d'anévrisme cérébral. Il avait besoin d'une chirurgie d'urgence, coûteuse et risquée. Liam n'a pas hésité. « Je vends le camion, » dit-il. « Il ne vaut pas sa vie. » J'ai vidé le peu qu'il me restait sur mon compte. L'opération a duré 7 heures. Le chirurgien est enfin sorti. Il a réussi, dit-il, mais c'était proche. Il est dans le coma. Nous ne savons pas s'il se réveillera. Les jours se sont étirés en semaines. Harold restait immobile, entouré de machines. Liam et moi nous relayions à son chevet. Un soir, bravant le règlement, je me suis faufilée dans sa chambre avec Freddy. J'ai pressé la petite main de mon fils contre celle, inerte, d'Harold. « C'est l'homme qui nous a sauvés », ai-je murmuré. Freddy a gargouillé. Et puis, il a prononcé son premier vrai mot, bas, confus, mais clair. PAPA. Ce n'était pas parfait, mais dans cette pièce stérile, c'était comme le tonnerre. Je levai les yeux. Les cils d'Harold frémirent. Harold ? Ses yeux s'ouvrirent lentement, douloureusement. Ils se posèrent sur Freddy. Un souffle, puis un murmure. Freddy. Je me suis effondrée en larmes. Tu es de retour. Sa voix était à peine audible. Je ne voulais pas le manquer en grandissant. Liam est arrivé quelques minutes plus tard et a serré l'autre main de son père, riant à travers ses larmes. Pour la première fois depuis des semaines, l'espoir était de retour, fragile, mais réel. La convalescence d'Harold fut lente, un chemin pavé de petites victoires. Chaque jour, Liam était là, l'aidant avec la physiothérapie, lui lisant le journal, ou simplement s'asseyant en silence, leur présence mutuelle comblant des décennies de vide. Mon rôle était d'apporter la vie dans cette chambre d'hôpital. Freddy, avec ses rires et ses gazouillis, était le meilleur des remèdes. Harold le regardait avec une adoration qui transcendait la douleur. Il voyait en lui non seulement le petit-fils qu'il n'avait jamais espéré avoir, mais aussi la promesse d'un avenir.
Nous avons quitté l'hôpital 3 mois plus tard, non pas comme 3 âmes brisées, mais comme une famille naissante. L'appartement d'Harold semblait trop petit pour contenir notre nouvelle réalité. Avec l'argent qu'il restait de la vente du camion de Liam et la modeste pension d'Harold, nous avons trouvé une petite maison à louer en périphérie de la ville, une maison avec un petit jardin et une chambre pour chacun de nous. 1 an a passé. La neige tombait de nouveau, mais cette fois, elle n'était pas menaçante. Elle recouvrait le monde d'un manteau de paix. À l'intérieur de notre maison, la chaleur du foyer et des rires chassaient le froid. Nous fêtions le premier anniversaire de Freddy. La maison était remplie d'amis, y compris Pavel, qui était devenu un oncle bourru et protecteur pour Freddy. Harold était assis dans le rocking chair, celui qu'il avait trouvé dans son ancien débarras, tenant Freddy sur ses genoux. Il avait retrouvé presque toute sa mobilité, et la lueur dans ses yeux n'était plus celle de la douleur, mais celle d'une joie profonde. Liam, debout près de la fenêtre, regardait la scène, un sourire serein sur le visage. Il avait trouvé un nouvel emploi, plus important encore, il avait trouvé sa place. Je les ai regardés, mon fils et les 2 hommes que la tempête m'avait apportés. Caleb me manquerait toujours, mais la douleur aiguë s'était adoucie, transformée en une douce mélancolie. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Liam. Il aurait été fier de toi, Grace, me dit-il doucement. Je me suis appuyée contre lui, regardant la neige tomber à gros flocons. Ce blizzard, il y a 1 an, m'avait tout pris, mes forces, mon espoir, presque ma vie. Mais il m'avait aussi donné l'inimaginable. Il avait déblayé le chemin, balayant les débris de mon chagrin pour révéler une nouvelle fondation sur laquelle nous pouvions tous construire. Une famille. Un foyer. Une tempête qui n'était pas une fin, mais un commencement.